À tous, on commence une série sur l'astrologie symbolique, cet univers tellement important de notre art qui est l'astrologie, parce qu'on ne peut pas être astrologue si on n'a pas une connaissance affinée de ce qu'est le symbole et comment il va jouer non seulement sur notre psychisme, que ce soit à titre individuel, mais également sur les rouages de notre monde. Au départ, les astrologues, au Moyen-Âge, dans la grande tradition astrologique, étaient des humanistes. Ils maîtrisaient non seulement l'astrologie, mais ils devaient aussi, et avant tout, maîtriser l'astronomie. C'était des médecins, c'était des érudits, des énergéticiens, des herboristes. Ils pratiquaient la science des onguents, de la pharmacopée, mais c'était avant tout des mathématiciens parce qu'il fallait calculer la route des étoiles afin d'établir des horoscopes et de là faire des prédictions. Si nous n'avons pas une carte du ciel détaillée, il est impossible de faire des prédictions. Et c'est pour ça que des fois on me demande à ce que je commente un événement, mais si je n'ai pas une carte du ciel pour faire une analyse, si je n'ai pas les datas, eh bien je suis dans le flou absolu. Au départ, l'être humain a regardé les étoiles et a remarqué cette influence prépondérante de la Lune, notamment sur le cycle féminin. Il y a un lien très étroit des 28 jours, mais aussi sur le cycle des marées. Donc l'astrologie lunaire, tous les cycles étaient utilisés notamment en agriculture ou alors pour soigner les chevaux. On déparasite les chevaux à telle période du cycle, en lune descendante et pas en lune montante. On coupe les cheveux à une période, on plante les semis à telle ou telle période de la lune, et il existe toujours le calendrier je vais demander à mon mari qui était dehors, que l'on utilisait pour les plantations. Il y a des choses qui se mettent à certains moments, et d'ailleurs on utilise le calendrier des saints pour faire certaines plantations. Ça c'est très intéressant. Sauf que la lune ne suffisait pas. Au départ, les premiers calendriers, notamment chez les Chaldéens, qui ont inspiré les calendriers grecs, les calendriers hébreux, étaient des calendriers lunaires. On en parlera dans une autre vidéo. Et il a fallu utiliser un autre cycle, et le cycle le plus régulier au niveau des planètes, c'est Vénus. C'est un cycle qui est parfaitement stable. Et il y a eu des constructions en pierre, on en a à Malte, là où je réside, des vieux temples qui font parmi les plus anciens de l'humanité, qui sont même plus vieux que Stone Age, c'est Agarkyn, où il y a des portes du temps. Alors ces portes du temps, vous avez dans le bâti du temple, des interstices, et au moment du solstice et de l'équinoxe, eh bien le soleil se lève en parfait alignement. Vous avez ça aussi, Göbekli Tepe, en Turquie, et dans tous les temples de cette période où le temps servait à se repérer. Alors pourquoi cette conquête du temps ? Parce qu'il y avait d'une part les récoltes, mais il y avait aussi la navigation. Nos ancêtres étaient des marins. Ils allaient découvrir le monde, ils allaient chercher des richesses, ils allaient pratiquer le commerce, pratiquer la pêche. Et donc, ils avaient besoin de connaître exactement le cycle de l'année et les cycles de dangerosité. N'oublions pas que l'humanité est née dans le pourtour de la Méditerranée, qui est une mer particulièrement dangereuse en hiver. Et d'ailleurs, les Romains fermaient la mer, symboliquement, et ils la réouvraient au printemps. Et donc, on a eu des premiers calendriers avec cette conscience de la répétition des cycles. En Égypte, on célébrait le lever héliaque de Cyrus, qui correspondait au début de la crue du Nil. Et puis, il y a eu une espèce de glissement au niveau des astrologies
du fait de la précession des équinoxes, il y a une astrologie qui est restée basée sur les étoiles, donc c'est astronomie et astrologie, et une autre astrologie qui se base sur les saisons, sur la saisonnalité et la répétition des cycles, et qui fait d'elle une astrologie essentiellement symbolique. C'est celle que je pratique principalement, même s'il m'arrive aussi de regarder l'autre astrologie qui peut mettre une forme d'indicateur pour clarifier certains points. Depuis quelques années, est venue un petit peu cette idée comme quoi l'astrologie basée sur le zodiaque des étoiles serait prédictive et l'astrologie tropicale serait plutôt une astrologie humaniste, de retour sur soi, de retour à l'étude de soi-même et d'en faire un outil de développement personnel. J'ai été très longtemps dans cette conscience-là. Et puis, je me suis aperçue que une des raisons d'être de l'astrologie reste quand même le prédictif. Et ce prédictif, on peut très bien le faire au niveau du tropical. Et là, on s'éloigne un peu du pur tropical et il y a un certain nombre d'astrologues, donc il y a une espèce de retour aux origines, de retour aux sources, qui disent non, l'astrologie tropicale, elle permet en effet une analyse, une compréhension de soi, mais pas uniquement. On peut aussi faire du prédictif. Et donc, il y a une espèce de rupture au niveau des astrologues dans le secteur tropical, parce que certains réfutent complètement le prédictif, et d'autres, au contraire, s'exercent et redécouvrent un petit peu ces sciences anciennes. Et ça vient compléter. Alors, un astrologue, en général, c'est pas uniquement un pur astrologue. C'est souvent un symboliste, c'est aussi quelqu'un qui maîtrise des techniques comme le coaching, le développement personnel et d'autres outils. Je pense notamment à des codes mathématiques, de la guématria, de la kabbale. Il maîtrise en général les univers jungiens, il a lu les grands philosophes, il s'est intéressé à l'histoire du monde, l'histoire des civilisations, l'histoire des peuples. Ce sont souvent des personnes qui ont une culture très holistique, très complète. Et dans cette culture complète, à un moment donné, on rencontre l'essence même de l'astrologie, ce monde que Jung a tellement décrit. Jung, qui connaissait d'ailleurs, qui est un ami de Scholem qui a beaucoup écrit sur les mythes anciens, sur les origines. Jung, c'est l'expression de l'inconscient collectif. Et c'est ce qu'on retrouve en astrologie. C'est-à-dire que le symbole est l'expression de cet inconscient, soit individuel, à travers moi-même, comment je vais décoder ce symbole, comment je vais l'expérimenter dans ma vie, mais c'est aussi collectif, parce que sinon l'astrologie mondiale ne pourrait pas exister. Donc il y a bien quelque chose qui collectivement nous impacte, ou alors, en allant encore plus loin, on va parler d'inconscient spirituel. Dans la mouvance de Viktor Frankl, même s'il est resté assez discret dans ses ouvrages, c'était un psychiatre d'origine viennoise qui a été déporté en camp de concentration et qui a abordé cette idée d'inconscient spirituel, même s'il n'a pas pu totalement développer de manière publique cette idée. Alors, on a glissé un petit peu dans des sociétés où le primat de la raison pure, l'analyse de Descartes, a pris le pas sur le reste, et notamment sur le symbole. Donc on considérait un petit peu que tout ce qui était de l'ordre du subtil, du sensoriel, c'était la folle du logis, voire carrément des manifestations de folie intérieure. Et il y a eu une espèce de réappropriation de ce monde du symbole à travers un renouveau fin du 19e siècle, le moment où on a découvert Neptune en tant que planète, avec
toutes les théories de Jung, mais aussi l'émergence, bien sûr, de la psychanalyse, mais aussi du spiritisme, de la théosophie, et tout cet intérêt revisité pour une spiritualité nouvelle qui n'était plus d'essence religieuse. Alors, elle pouvait l'être, mais des personnes, par exemple, qui n'étaient pas juives, se sont mises à de la kabbale, à s'intéresser aux textes hébreux, à s'intéresser à l'islam, et il y a eu aux évangiles, et il y a eu comme ça tout un partage de connaissances, d'études faites par des universitaires et non plus par des théologiens, des écrits religieux d'un point de vue purement symbolique. Il engage même le symbole a plusieurs visages. Le premier des visages, c'est l'emblème. L'emblème, c'est ce qui va représenter une idée. Pour faire simple, le drapeau va représenter un pays. Lorsque je dis je suis Scorpion ou je suis Poisson, eh bien, c'est l'emblème de mon soleil. C'est-à-dire, je sais que c'est là où se trouve mon soleil de naissance. Et donc, ça me donne déjà des indications sur cette représentation où se situe mon principe de vie, qui est le soleil. Le symbole, c'est aussi l'attribut. Alors, l'attribut est fondamental en astrologie. Pour prendre un exemple courant, la balance est le symbole de la justice. Cette justice qui est représentée dans tous les tribunaux, mais aussi dans les arts. Et l'attribut, c'est ce qui va me parler d'une planète. C'est ce qui va me parler d'un signe. Chaque signe, chaque planète se manifeste à travers un certain nombre d'attributs qui lui sont dévolus. Ensuite, le symbole va s'illustrer par une allégorie. Si on prend par exemple la corne d'abondance, c'est l'allégorie de la prospérité. Alors les allégories, on l'utilise beaucoup quand on travaille sur les astéroïdes. C'est-à-dire du nom de l'astéroïde va découler un certain nombre de principes et donc d'attributs, mais ça va se faire par le biais d'une allégorie, par le biais d'une légende, par le biais d'une tradition qui va jouer soit sur le nom même, ou le prénom, ou alors sur la symbolique en tant qu'allégorie. Ensuite, la métaphore. La métaphore, c'est une modification de sens par un phénomène de substitution analogique. Je m'explique. Si nous avons une répétition dans le temps de mécanismes communs au niveau du passage planétaire, eh bien, il va y avoir des indices qui vont me permettre d'analyser la nouvelle situation au regard de l'ancienne par une forme de substitution en analogie. Quand j'ai Pluton qui est passé dans le Verseau, par exemple, eh bien, je regarde l'antériorité. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé au moment où Pluton était déjà dans le Verseau? Pourtant, ce sont des sociétés totalement différentes. Ce sont des époques qui n'ont rien à voir. La dernière fois, on ne connaissait pas l'électricité, on ne connaissait pas toutes les technologies que nous avons. Et la France, c'était avant la Révolution. Donc il y a un mécanisme de substitution qui va me montrer qu'à un moment donné, il va se passer un certain nombre d'événements clés qui vont me permettre d'analyser la nouvelle situation au regard de l'antériorité. Ensuite, alors c'est un petit peu technique, mais c'est intéressant de travailler le symbole avant de commencer vraiment sur l'étude des symboles. C'est-à-dire aller vraiment dans la terminologie, à la racine même, parce que c'est ce qui va permettre de comprendre tout cet univers complexe, de l'analyser et de se l'approprier. L'analogie. Alors, l'analogie, c'est une table d'équivalence. C'est-à-dire que on a, dès qu'on va travailler dans le symbole, une chose va dire un certain nombre de choses qui équivalent à la même chose. C'est-à-dire, par exemple, un signe, un parfum, une planète, une pierre précieuse, et ainsi de suite. Je vais revenir à l'astrologie.
Si on a 12 signes, cycle de Jupiter, 12 tribus, 12 apôtres, et tout ça va me donner une analogie. Ça veut dire que quand je sais parfaitement décoder un symbole, quand j'ai les codes d'entrée, eh bien, je vais pouvoir approfondir en fonction d'une table d'équivalence. Par exemple, on va travailler sur une table d'équivalence. Si on travaille sur les 72 secteurs, on va travailler pareillement sur une table d'équivalence. Et ça va me permettre de savoir dans quelle zone je vais me situer. Quelles sont les énergies sur lesquelles je vais pouvoir agir et comment je vais pouvoir me transformer par rapport au symbole. Parce que le symbole n'est pas neutre. L'intérêt du symbole, c'est d'une part de se connaître, mais aussi d'interagir avec son psychisme pour débloquer des zones qui sont verrouillées. Si j'ai une structure qui m'empêche d'avancer, de progresser dans un domaine, c'est intéressant que j'ai une clé à tourner pour déverrouiller quelque chose. Le symbole, c'est ce que l'on nomme le symptôme. Alors là, je n'aurais pas besoin de vous l'expliquer. Nous savons tous ce qu'est un symptôme, mais c'est aussi être capable, en astrologie, de décoder une faiblesse corporelle par rapport à la faiblesse d'une situation planétaire qui va jouer dans tel ou tel domaine. Alors, il y a des astrologues dans le décodage du symptôme en astrologie médicale. Et ça permet d'anticiper une faiblesse, de savoir qu'on a une zone qui est plus fragile qu'une autre. Alors, c'était une technique très utilisée précédemment lorsqu'on ne maîtrisait pas toutes les techniques de soins de l'époque moderne. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins utilisé. Alors, ensuite, nous avons la parabole. La parabole, c'est un récit qui va au-delà de lui-même. Alors, quel est le sens de cette parabole? Eh bien, si on prend Vénus, c'est non seulement la planète, mais c'est aussi une légende. Vénus, elle a deux histoires avec deux hommes différents. La première, c'est Mars, son amant, la relation charnelle qu'elle va exprimer avec le beau guerrier, le héros ou le prototype masculin, mais c'est aussi l'épouse d'Héphaïstos, qui est le forgeron, qu'elle n'a pas choisi, qui lui a été imposé. Il y a donc deux visages sur Vénus. Eh bien, nous avons deux Vénus, qui est la Vénus du matin et la Vénus du soir. La Vénus du matin qui ramène l'aube et la lumière du soir. L'épouse de Mars, donc qui est cachée, qui est l'amant, qui a été surpris en plein débat par les autres dieux, et ils ont été moqués. Et Vénus, qui est l'épouse de Vulcain, l'épouse malheureuse, qui est l'épouse du jour, et l'épouse du soir, qui est beaucoup plus charnelle, beaucoup plus sensuelle, beaucoup plus érotique. Donc cette chair que représente Vénus, c'est la Vénus du soir. C'est la maîtresse, l'amante de Mars. Le jour, eh bien, elle arme, au contraire, le guerrier, en récupérant d'Héphaïstos les cuirasses, le glaive et les armes destinées au combat, qui étaient à l'époque des Grecs, des Romains et de nos ancêtres, une activité principale de l'humanité. Aujourd'hui, nos sociétés se sont en général pacifiées, même s'il y a encore des conflits. Et donc, Vénus du matin intervient dans tous les combats. Elle est à l'origine, mais elle est aussi celle qui va clore le combat. C'est la diplomatie. Ce sont les organisations internationales qui évitent le combat. Et à titre personnel, eh bien, c'est comment moi je vais exprimer, par exemple, si je suis une femme, mon côté féminin, mon côté érotique, mon côté sensuel. Et d'une manière générale, c'est valable pour les hommes comme pour les femmes, c'est ce rapport au charnel, à la chair, qui recouvre les os que sont Saturne. Donc on voit bien cette parabole où une planète va raconter un mythe, mais qui va aller au-delà du mythe. Alors on peut aller encore beaucoup plus loin en parlant de la naissance de Vénus, qui est
né de la castration d'Uranus, parce que Saturne s'est rebellé contre son père, a émasculé son père. Donc vous voyez, on peut aller très très loin, et tout ça, ça va nous donner des codes de la psychologie humaine, des codes qui vont jouer sur notre rapport au monde, sur notre rapport aux autres, sur notre rapport aussi à notre propre réussite et à notre propre incarnation. L'expression du symbole, c'est ce qu'on appelle l'apologue. L'apologue, c'est une fable qui va faire passer un message. Alors ce message, il n'est pas neutre, il va avoir des conséquences en termes de déblocage sur le psychisme de la personne. Alors suivant où est située certaines planètes, notamment une planète comme la Lune noire, eh bien, je vais utiliser l'apologue pour permettre à la personne de prendre conscience de quelque chose qu'elle ne voit pas, auquel elle n'a pas accès directement, et de lui montrer l'absence d'une manifestation qui s'exprime par une certaine frustration, une certaine douleur ou des événements à répétition délétères qui se produisent dans sa vie. Et quand on va parler de cette part de vide, notamment qui est la Lune noire, eh bien, on vient travailler sur cet apologue, et l'une des conséquences positives d'aborder la légende, eh bien, c'est d'ouvrir des portes, c'est de déverrouiller des strates de notre mémoire, de notre conscience, pour intégrer des principes qui n'avaient pas été intégrés précédemment. Pourquoi ? Parce que nous avons une capacité relative à intégrer certains symboles. Et au fur et à mesure de notre cheminement humain, plus on va travailler sur nous, et plus ces symboles vont s'inscrire dans notre mémoire et débloquer des zones verrouillées de notre vie. Et c'est le but du symbole, en fait. C'est de nous apprendre qui nous sommes, de nous connaître. C'est ce qui était marqué sur le temple de Delphes à l'entrée. Connais-toi toi-même. C'est-à-dire que le premier chemin initiatique est à l'intérieur de moi, et lorsque je me connais, eh bien, je vais forcément changer mon rapport au monde, puisque je ne serai plus le jouet de symboles inconscients. Je les aurai ramenés à la surface, je les aurai ensuite alchimisés, et je vais pouvoir en tirer de l'énergie, non seulement pour moi, pour ma vie, mais aussi pour les personnes de mon entourage et des personnes qui vont me côtoyer, ou d'une manière beaucoup plus générale, eh bien, les personnes, parce que ça peut aller beaucoup plus loin, au-delà de mon simple entourage, notamment avec les réseaux sociaux, puisqu'on va communiquer maintenant à des groupes assez étendus de personnes. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur l'introduction aux symboles. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour nous soutenir. Et si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous avez les liens dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.